Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses. Un peu plus léger que d'habitude. En effet, je suis en vacances, peut-être comme vous, et je vais même hésiter à enregistrer un podcast pour aujourd'hui, en me disant qu'après tout, il pouvait bien y avoir 1 ou 2 épisodes manquants pendant l'été. Mais bon, j'ai eu cette idée, je me suis dit qu'on allait faire un épisode assez simple, en partant d'un article que j'ai trouvé sur le site Magique Maman. Ils ont choisi une école Montessori et ils ont été déçus. Alors évidemment, le titre est accrocheur, ça donne envie de lire, mais je me suis dit que je pouvais le lire avec vous et essayer de décrypter ce qui s'est passé pour ces différentes familles qui ont été déçues par des écoles Montessori et essayer de voir comment on peut éviter une telle déception et si la pédagogie Montessori est réellement faite pour vous ou pas, si jamais vous avez un doute. Je vous parlerai aussi un petit peu des critères pour choisir une école et de ce que vous pouvez faire si ça n'est pas la voie que vous choisissez. Avant tout cela, je voulais partager avec vous ce commentaire que j'ai reçu sur Apple Podcast. Alors en général, j'essaie de les lire dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés. Donc j'en suis, je sais plus, au 35e vers ces eaux-là, commentaire que j'ai reçu. Mais là, j'ai aperçu celui-ci ce matin. Il m'a vraiment beaucoup touchée et donc je tenais à le lire dès maintenant. C'est Fereda qui écrit « Merci, je vous écoute pendant le trajet que j'ai pour amener les enfants à la crèche puis à l'école. Votre voix apaise mon grand, TSA, donc avec trouble du spectre autistique. Il me dit « Elle a une jolie voix douce et calme, c'est agréable. Bonne journée à vous et encore merci. » Et ça m'a vraiment touchée au fond du cœur parce que j'ai une sensibilité toute particulière pour les enfants à haut potentiel et les enfants avec trouble du spectre autistique. Ce sont 2 spécificités chez les enfants qui me touchent particulièrement. Et en connaissant l'hypersensibilité, l'hyperesthésie des enfants avec trouble du spectre autistique, leur difficulté parfois à trouver des sons qui ne les agressent pas, savoir que ma voix pouvait être apaisante pour un enfant avec TSA, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc merci beaucoup Fereda pour ce message et mes meilleures pensées à votre fils. Voilà. Avant de démarrer aussi totalement, je tenais à vous rappeler que la date limite approche. C'est vendredi soir, la date limite pour s'inscrire à la formation Langage 3-6 ans, apprendre à lire et à écrire avec la pédagogie Montessori. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans des épisodes précédents. Il y a eu l'épisode 32 de ce podcast, Comment on apprend à lire avec la pédagogie Montessori, et l'épisode 35, et l'épisode 29, excusez-moi, les 4 erreurs à éviter pour apprendre à lire à son enfant. Si vous ne les avez pas encore écoutés, mais que vous avez un enfant qui est attiré par la lecture, par les lettres, par les livres, et que vous sentez que ce serait le bon moment pour le préparer à la lecture ou lui apprendre à lire, peut-être en profitant des grandes vacances, eh bien je vous invite chaudement à rejoindre cette formation. Elle est absolument unique, en cela que je filme l'un de mes propres enfants, Stanislas, qui est en plein apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et donc là, il y a les 2/3 de la formation qui sont sortis, du module 0 au module 3, enfin un peu plus de la moitié qui est sortie. Et vous suivez sa progression en même temps qu'il apprend. Et donc vous voyez les présentations faites avec un enfant dans des conditions absolument réelles. Ce sont les présentations que je lui fais alors qu'il est en train d'apprendre à lire et à écrire. Et puis évidemment, je donne beaucoup d'explications complémentaires sur les raisons pour lesquelles je fais telle ou telle chose dans les présentations. Et vous avez dedans aussi tout un tas de ressources pour fabriquer vous-même le matériel Montessori, comme les lettres rugueuses, le grand alphabet mobile, le petit alphabet mobile, voilà, toutes sortes de choses. Donc je vous invite à aller y jeter un œil si ça vous intéresse, le lien est dans la description de cette vidéo. Et vous avez seulement jusqu'au vendredi 10 juillet à minuit
pour vous y inscrire. Ensuite, je fermerai la formation pendant quelques mois. Si vous avez un petit doute pour savoir si la méthode peut vous convenir, je vous renvoie donc vers les épisodes 29 et 32 du podcast que je vous indiquais, qui vous donneront tout un éclairage sur l'approche montessorienne et les points importants à ne pas négliger quand on veut apprendre à lire et écrire à son enfant. Alors je vais commencer la lecture de cet article de Magic Maman. Le lien est dans la description de ce podcast. Ils ont choisi une école Montessori et ils ont été déçus. Alors voyons un petit peu de quoi il s'agit. Voici le chapeau. Manque d'encadrement, retard scolaire, changement brutal de comportement. Certains parents regrettent d'avoir opté pour la pédagogie alternative Montessori et ont réinscrit leurs enfants dans des écoles traditionnelles. Pour Magic Maman, ils témoignent. Alors on est vraiment dans le style journalistique classique. Je n'ai pas parlé de clickbait, mais on cherche vraiment à attirer le lecteur avec une tournure très dramatique quand même. Bon, alors évidemment, certaines situations peuvent avoir été cause de grandes souffrances chez les familles, mais bon, il faut quand même relativiser aussi un petit peu. Et vous allez le voir dans la suite de l'article. Alors, petite introduction sur ce qu'est la pédagogie Montessori. Fondée en 1907 par l'éducatrice italienne Maria Montessori, la méthode éducative du même nom attire de plus en plus de parents. Respectant le rythme et les stades d'apprentissage de l'enfant, mais aussi ses goûts et ses besoins propres, elle a en effet de quoi séduire. Par ailleurs, beaucoup d'écoles Montessori proposent l'apprentissage d'une langue étrangère dès la maternelle. Un argument de taille pour Zoé, alors les prénoms ont été changés, pour Zoé, 33 ans et maman de 2 enfants, qui, après avoir vécu plusieurs mois aux États-Unis, souhaitait que son fils continue d'apprendre la langue anglaise à son retour en France. Désormais installée en région parisienne, elle et son mari l'ont inscrit dans un établissement au cadre de rêve, entre guillemets, dans lequel le petit Arthur passe 2 premières années en demi-teinte, puis une 3e année qui s'avère catastrophique. Grand sous-titre, une psychomotricienne a évalué que mon fils avait pris 1 an et demi de retard scolaire. Le témoignage de Zoé, 33 ans. Donc là aussi, ces grands sous-titres, en gros, incitent à poursuivre la lecture et donnent un côté vraiment dramatique à l'article. Bon. Donc Zoé témoigne, il disait qu'il s'ennuyait en classe, raconte-t-elle. Comme il stagnait dans ses apprentissages, nous avons voulu creuser. Et là, l'horreur. On découvre qu'il ne fait rien en classe, qu'il attend que le temps passe. Nous avons réalisé un bilan avec une psychomotricienne qui a révélé qu'il n'avait aucun apprentissage en mathématiques, pas d'initiation aux lettres, à la phonétique, au graphisme. Alors oui, il observait les têtards, il savait étendre le linge et nettoyer une table, mais rien en termes d'apprentissage scolaire. Pire, la spécialiste a évalué qu'il avait pris 1 an et demi de retard. Nous avons dû travailler tout l'été pour lui apporter l'ensemble des prérequis et pouvoir le réinscrire dans une école traditionnelle. Les 2 premiers mois ont été éprouvants pour lui, mais aujourd'hui il est un excellent élève et son travail acharné lui a permis de récupérer ses 3 années loupées. Alors, petite analyse déjà de ce premier cas. Vous remarquerez, alors c'est ce qu'en retire la journaliste, mais le premier argument pour les parents du petit Arthur, pour inscrire leur enfant dans une école Montessori, en fait ça n'était pas apparemment la pédagogie Montessori, mais le désir de le faire rentrer dans une école bilingue dans laquelle il pourra continuer à travailler l'anglais qu'il a appris aux États-Unis. Beaucoup d'écoles hors contrat se retrouvent obligées de jouer sur plusieurs tableaux, d'attirer les parents par plusieurs portes. Il y a la porte de la pédagogie Montessori, mais beaucoup de parents qui veulent mettre leurs enfants dans des écoles indépendantes recherchent avant tout cette seconde langue, le fait d'être dans une école bilingue. Et donc beaucoup d'écoles Montessori mettent cela en place, même si ça n'a rien de spécialement montessorien au départ. D'autres écoles insistent sur le côté écologique de leur école, sur leur investissement dans le zéro déchet ou leur soin général de l'environnement. D'autres écoles encore insistent plutôt sur la communication non violente, sur le côté artistique, théâtre, je ne sais pas. Les écoles mettent en valeur différents aspects de leur projet pédagogique pour satisfaire le plus de parents possible, car il y a un seuil minimal d'enfants à accueillir pour que l'école puisse tout simplement survivre économiquement. Bon. Derrière, peut-être que les parents du petit Arthur n'étaient pas très au clair sur le fonctionnement d'une école Montessori et l'intérêt du travail que l'on y faisait. Alors, la maman dit, là, l'horreur, on découvre qu'il ne fait rien en classe.
Ensuite, elle dit, il observait les têtards, il savait étendre le linge et nettoyer une table. Donc apparemment, il ne faisait pas rien. En fait, il ne faisait rien qu'elle considérait comme des apprentissages académiques. Et là, 2 grosses réserves sur ce témoignage. Elle ne le savait sans doute pas, cette maman, mais nettoyer une table, dans la pédagogie Montessori, c'est en fait une préparation au graphisme. C'est un travail de psychomotricité, c'est un travail qui va développer chez l'enfant la notion d'espace, lui permettre d'intégrer le sens de la lecture sur une feuille, de gauche à droite et de haut en bas. Parce que c'est comme cela que l'on nettoie une table dans la pédagogie Montessori. On ne la nettoie pas n'importe comment. Et puis on nettoie la table en faisant un geste particulier. Alors il peut y avoir différents gestes suivant les formations suivies ou ce qui est privilégié par les éducateurs. Mais dans tous les cas, c'est un geste qui travaille l'écriture. En passant l'éponge ou le savon, l'enfant va travailler ou bien le geste d'attaque de l'écriture. Donc vous savez, ce petit geste qui part d'en bas à gauche et remonte en haut à droite. Ou bien il va travailler les boucles, comme s'il écrivait des lignes de E. Ce qui est un geste très naturel, avec une éponge ou du savon. Donc pour un parent, il est naturel de ne pas remarquer qu'il s'agit en fait d'un travail préparatoire au graphisme. Mais d'après ce qu'elle dit, il avait quand même cette préparation montessorienne à la lecture et à l'écriture. D'ailleurs, dans la formation langage dont je vous parlais en début de podcast, j'insiste beaucoup sur le rôle de la vie pratique montessorienne, qui développe la main et permet de faciliter énormément le travail d'apprentissage de l'écriture. Deuxième réserve, il a eu un bilan avec une psychomotricienne, très bien, qui a évalué qu'il avait pris 1 an et demi de retard. Je me méfie considérablement des bilans effectués chez des orthophonistes, psychomotriciens, etc. Je respecte profondément leur métier et leurs compétences. Mais il y a un certain nombre de choses qu'ils ne prennent pas en compte, en particulier le fait que ces tests sont faits pour des enfants qui vont dans une école classique. Je m'explique. 2 de nos enfants qui ont eu des problèmes d'otite séreuse à répétition et donc des problèmes d'audition ont fait des bilans orthophoniques. Enfin, 3 d'entre eux, mais 2 pour cette raison-là. Eh bien, le bilan a été totalement déformé par le fait que nous pratiquions l'instruction en famille et la pédagogie Montessori. Par exemple, pour l'un des bilans, l'orthophoniste était très perturbé parce que c'était un tout jeune enfant, il avait 3 ans à l'époque, elle avait 3 ans à l'époque. Elle lui avait montré une photo de tasse, de mug, et elle attendait qu'il dise mug ou tasse. Et il a dit carafe. Et elle s'est dit que, oh là là, il avait sûrement un problème au niveau du cerveau où il allait chercher un vocabulaire trop complexe plutôt que d'aller chercher le vocabulaire simple qui était tasse ou mug. Il se trouve qu'à son âge, il n'avait pas tellement rencontré de tasse ou de mug et qu'en revanche, il utilisait une carafe tous les jours. Et que dans la pédagogie Montessori, la carafe ou le pichet ou le broc, enfin on peut avoir différents noms, mais c'est un outil que l'enfant manipule tous les jours et donc il connaissait ce mot-là qui faisait partie de son quotidien. Et comme il avait une anse à cette tasse et qu'elle avait une forme qui ressemblait effectivement à nos pichets, là il avait dit carafe. Bon. Par ailleurs, je vous l'ai expliqué dans l'épisode 32 sur la progression montessorienne pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, la progression est très différente de l'approche traditionnelle. Par exemple, on apprend d'abord à écrire avant d'apprendre à lire, du moins à composer des mots avant d'apprendre à les lire. De même, on commence par travailler l'écriture cursive, l'écriture manuscrite si vous voulez. Et donc, il est tout à fait possible qu'un enfant ne reconnaisse pas les majuscules bâtons, qui sont les premières lettres que l'on travaille généralement dans l'école classique, et qui sont les dernières que l'on travaille dans l'école Montessori, généralement. En revanche, peut-être que l'enfant aurait tout à fait su reconnaître un A minuscule cursif, mais pas ce A majuscule bâton. Bon. Donc je mets une réserve sur ces tests, qui encore une fois sont faits pour évaluer des enfants qui suivent une progression bien définie, classique, mais si on suit une autre progression, on peut avoir l'impression qu'ils ont pris du retard, alors que c'est simplement, parfois, qu'ils ont fait les choses dans un autre ordre. Alors, après ces 2 réserves, peut-être qu'effectivement, alors, si l'enfant dit qu'il s'ennuyait en classe, ça c'est un problème.
Et là, il aurait fallu voir avec les éducateurs. Mais je trouve dommage d'avoir attendu 3 ans pour s'apercevoir que leur enfant s'ennuyait en classe. Bon, je sais qu'on est parfois un peu pris par le rythme quotidien, mais c'est important de faire le point régulièrement. Et il est important de voir avec les éducateurs quelles vont être leurs stratégies pour répondre à cet ennui en classe. Alors j'ai écrit un article il y a quelque temps, le lien sera aussi dans la description de ce podcast, sur choisir une école Montessori pour ses enfants, et avec les 10 grandes questions à se poser. Et l'une d'entre elles, c'est justement une question sur laquelle je n'ai pas de réponse absolue, je ne peux pas vous dire voici la bonne réponse, voici la mauvaise réponse, mais c'est une réponse avec laquelle vous devez être à l'aise. Il faut que la réponse de l'équipe éducative soit satisfaisante pour vous, pour votre famille et vos attentes. Et la question, je vous l'ai dit, c'est si un enfant ne prend aucun travail et reste en observation pendant plusieurs mois, comment les éducateurs réagissent-ils ? Si un enfant se tourne toujours vers les mêmes matériels qu'il maîtrise très bien et ne se tourne pas vers des choses nouvelles, comment les éducateurs réagissent-ils ? Il faut que l'équipe éducative réponde à ces questions, dans l'idéal avant que vous inscriviez votre enfant dans une école Montessori, et que vous voyez avec eux quelles sont vos attentes et si leur réponse y répond de façon satisfaisante. Bon. Là, ce travail, cette communication n'avait visiblement pas été faite et c'est bien dommage. Alors, je continue un peu l'article. Peut-on s'assurer que la méthode Montessori est correctement appliquée dans l'école qu'on choisit ? Selon Zoé, le problème viendrait du fait qu'il n'y a aucun contrôle de la part de l'inspection académique vis-à-vis des écoles Montessori. Il n'y a pas d'autorité supérieure à même de juger la progression des élèves et le déroulement des journées. Le carnet scolaire d'Arthur était rempli au pif par son éducatrice. Nous avons vérifié ça point par point avec la psychomotricienne. Les bulletins disaient que tout était ok, qu'il n'y avait rien à signaler, alors que ce n'était pas du tout le cas. Alors, grosse réserve là-dessus, c'est absolument faux. Il y a un contrôle de la part de l'inspection académique vis-à-vis des écoles Montessori hors contrat, là j'imagine qu'on parle d'écoles indépendantes, comme vis-à-vis de toutes les écoles. Il y a même d'ailleurs beaucoup plus de contrôle dans les écoles indépendantes que dans les écoles publiques ou privées sous contrat. Donc attention, c'est totalement faux, il y a des inspections menées par les inspecteurs d'académie qui surveillent l'approche pédagogique, qui surveille les contenus, les manuels utilisés s'il y en a, qui contrôle la façon d'enseigner dans l'école et le progrès des élèves. La différence entre les inspections dans les écoles et les inspections à la maison, pour les familles qui pratiquent l'instruction en famille, c'est qu'à l'école, il n'y a qu'une obligation de moyens et pas d'obligation de résultat. Alors qu'en famille, nous avons de fait une obligation de résultat. Ça n'est pas le sujet aujourd'hui, mais sachez qu'il y a beaucoup plus de contrôle dans les écoles indépendantes et donc la plupart des écoles Montessori que dans les écoles publiques ou privées sous contrat. Donc Zoé, en l'occurrence, est simplement maman, parent d'élève, elle ne connaît pas tout cela, mais voilà, je peux vous l'assurer. Il n'y a pas d'autorité supérieure à même de juger la progression des élèves et le déroulement des journées. Il y a une autorité supérieure, il y a l'inspection d'académie, mais effectivement dans les écoles, on ne juge pas la progression des élèves, on juge les moyens pédagogiques qui ont été mis en place pour leur permettre de progresser. On considère qu'il n'y a pas d'obligation de résultat. Ensuite, le carnet scolaire était rempli au pif par son éducatrice, peut-être, évidemment je ne peux pas en juger. Maintenant, lorsqu'elle dit nous avons vérifié ça point par point avec la psychomotricienne, il faut aussi savoir qu'un enfant ne se comporte pas de la même façon à l'école, à la maison et dans un cabinet. Il est tout à fait possible qu'un enfant sache faire quelque chose à l'école et pas à la maison et pas à l'école, dans un cabinet médical, d'orthophoniste, de psychomotricienne, d'ergothérapeute, etc. et pas à l'école et pas... Voilà, toutes les combinaisons sont possibles. Donc, ça aurait été intéressant d'en discuter avec l'éducatrice et de savoir... ça aurait été intéressant que la journaliste contacte l'éducatrice et qu'on ait les deux versions de l'histoire, évidemment. Je continue l'article. En fait, il n'existe pas de label obligatoire pour les établissements Montessori. Ce type d'école dite hors contrat peut donc ouvrir sans qu'il y ait une garantie officielle que la méthode sera correctement appliquée. Alors, c'est vrai, mais ça mélange tout. Il n'y a pas de label obligatoire pour les établissements Montessori, effectivement. Ce type d'école dite hors contrat, là c'est n'importe quoi. En fait, une école Montessori peut très bien être publique ou privée sous contrat ou hors contrat. Les trois statuts sont parfaitement possibles. Donc on mélange tout. On mélange absolument tout. L'inspection académique
et l'État contrôle l'ouverture des écoles indépendantes. Évidemment, elle ne contrôle pas les moyens pédagogiques qui sont mis en œuvre dans ces écoles, puisque c'est le propre des écoles indépendantes que d'avoir une grande liberté pédagogique. Et là, c'est aux parents de vérifier que le projet pédagogique leur convient et que sa mise en application leur convient. Effectivement, les écoles indépendantes, les écoles hors contrat, rendent la première responsabilité aux parents et pas à l'État ou à une autre autorité. Alors je continue. Sur le site de l'association Montessori de France, 111 écoles sont recensées, dont seulement 9 signataires de la charte des établissements Montessori de France, ayant plus de 3 ans d'existence et s'engageant volontairement dans une démarche d'amélioration continue de la qualité pédagogique et de respect des valeurs Montessori. 9 sur 111, c'est peu. D'ailleurs, l'association prévient, elle n'est pas un organe de contrôle et ne peut donc pas s'engager sur la qualité pédagogique des structures adhérentes. Dans cette liste, 89 écoles certifient tout de même sur l'honneur respecter au moins les 4 piliers fondamentaux de la pédagogie Montessori, c'est-à-dire un groupe d'enfants d'âge mélangé, un éducateur diplômé par l'Association Montessori Internationale, un jeu de matériel complet proposé aux enfants, une plage de travail continue de 2h30 à 3h, matin et après-midi. Nouvelle petite pause. Là aussi, beaucoup de choses sont mélangées. Effectivement, il n'y a que 9 écoles signataires de cette fameuse charte de l'AMI. Bon, il faut savoir que cette charte engage à n'utiliser, entre beaucoup d'autres choses, engage les écoles à n'avoir que du personnel formé à l'AMI, éducateur, assistant, directeur, ce qui coûte extrêmement cher. Il faut savoir que les formations à l'AMI coûtent entre 8 000 et 12 000 euros pour une formation sur une tranche d'âge. C'est incroyablement coûteux pour une école. Donc vous imaginez s'il faut former pour chaque classe un éducateur et un assistant, plus le directeur de l'école. Ça commence à faire beaucoup de monde. Donc ne serait-ce que 2 classes et un directeur, vous en avez pour 50 000 euros. Ça n'est pas le budget de la plupart des écoles qui ouvrent. Il y a beaucoup d'autres formations qui sont excellentes. J'en mentionne d'ailleurs un certain nombre dans les ressources Montessori que je recommande, où je fais le bilan des livres, des blogs, des formations Montessori que je recommande et que je conseille à 100%. Il y en a beaucoup qui sont excellentes, qui durent moins longtemps que les formations de l'AMI, mais il faut que derrière, les personnes formées compensent évidemment en faisant des stages dans des écoles, et c'est sans doute le plus important, une fois qu'on a acquis les bases de la pédagogie Montessori. Il faut aussi savoir qu'un autre élément de cette charte, c'est le fait de posséder du matériel Montessori agréé par l'AMI. Or, il n'y a que très peu de fabricants dans le monde qui sont agréés par l'AMI. Le plus connu en Europe étant Nineus. Et Nineus, ça s'écrit N-I-E-N-H-U-I-S, Ninuis, mais apparemment on prononce Nineus, si je ne me trompe pas. Et les tarifs sont absolument, alors je ne veux pas dire scandaleux, parce que le matériel est d'excellente qualité, mais les tarifs sont incroyablement chers. Incroyablement chers. Et la plupart des écoles ne peuvent pas se permettre d'acquérir tout leur matériel dès le départ de cette façon-là. Ça n'est tout simplement pas envisageable. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grosse question d'argent, une question de gros sous derrière cette fameuse charte de l'AMI. Pour vous donner un ordre de grandeur, la fameuse tour rose Montessori, version Nineus, donc agréée par l'AMI, elle se vend minimum 100 euros. 100 euros pour un seul matériel, un seul petit matériel. Imaginez donc le budget pour une école pour intégrer tout ce matériel. De même pour les blocs des cylindres, si jamais cela vous parle, ce sont des cylindres qui fonctionnent par 10 et que l'on emboîte. Ça ressemble à des boîtes à poids pour balance d'autrefois, sauf que c'est un matériel en bois. Eh bien, rien que l'étagère pour ranger ces blocs de cylindres, pas les blocs de cylindres eux-mêmes, l'étagère coûte 200 euros. Et chacun de ces blocs de cylindres, il y en a 4, coûte 65 euros. Donc vous avez 260 euros de blocs de cylindres, ça vous fait 460 euros juste pour ce matériel. Et il existe d'autres fournisseurs de matériel. Alors le matériel ne durera peut-être pas 20 ans, il durera peut-être un peu moins longtemps, mais beaucoup d'écoles utilisent quand même d'autres matériels qui répondent parfaitement aux critères importants
c'est-à-dire à la taille des cylindres, leur forme, leur poids, au fait que ce soit en bois, enfin, qui répondent aux véritables critères importants du matériel Montessori, mais à des tarifs beaucoup plus abordables. Mais dans ce cas-là, ils ne peuvent pas signer la charte de l'AMI. Donc je pense que vous voyez un petit peu le problème derrière et qu'il y a toujours l'argent qui reste derrière ces idées-là et souvent derrière l'AMI. Un autre témoignage dans cet article. En tant que maman, ça a été un enfer. 3 petits points. Le témoignage d'Alexandra, 32 ans. Alors désolée si je le lis comme ça, mais c'est que ça me paraît tellement mélodramatique au milieu d'un article. Enfin bon. Chez les parents que nous avons interrogés, la déception ne venait jamais de la méthode en elle-même, mais de son application. Alexandra, 32 ans et maman de Julia, 4 ans, explique qu'elle était très convaincue par cette pédagogie, si bien qu'elle avait commencé une formation qualifiante pour devenir elle-même éducatrice Montessori. Ma fille a été dans une première école Montessori, où tout s'est bien passé. C'est lorsque nous avons déménagé et que nous avons dû la changer d'établissement que la situation s'est vite dégradée. Dès les premières semaines, Alexandra et son conjoint remarquent des changements dans le comportement de leur petite fille. Elle était violente physiquement et verbalement. On était très choqués. Quand je la déposais à l'école le matin, elle ne voulait surtout pas y aller, elle était en crise. Quand je la récupérais le soir, même chose, elle était en larmes. En tant que maman, ça a été un enfer. Alexandra étant en stage au sein de cette école, elle a pu observer directement ce qu'il s'y passait. Quand on est dans les classes, on voit très bien que ça ne marche pas. Certes, il y a des élèves qui vont travailler de façon autonome, mais beaucoup d'autres sont perturbés ou ne font rien du tout. Les premiers temps, je me disais que c'était la rentrée et qu'il fallait attendre un peu que les choses se mettent en place. Mais arrivé en décembre, rien n'avait changé, c'était le bordel constant. Pour elle, cette liberté extrême accordée à l'enfant, si elle est mal gérée, peut vite devenir dangereuse. C'est bien simple, il n'y avait aucune sécurité pour les enfants. J'ai vu des petits se faire punir et se retrouver seuls dans des couloirs sans aucune surveillance. J'ai vu des éducatrices débordées, pas formées. Et pour moi, c'est ça le problème. Montessori nécessite énormément de compétences. Il faut savoir vraiment s'adapter à chaque enfant et ça ne s'improvise pas. Fin 2019, après plusieurs incidents qu'elle préfère que l'on ne partage pas publiquement, Alexandra a retiré sa fille de l'école et a mis fin à sa formation. À plusieurs reprises, elle avait essayé d'arranger les choses avec la direction. Mais la réponse qu'elle recevait était toujours la même. On nous disait que le problème venait de nous, les parents, ou bien de l'enfant. Il n'y avait jamais de remise en question de leur part. Mais depuis que Julia est dans sa nouvelle école, une école publique traditionnelle, tout va beaucoup mieux. Alors ce témoignage me paraît un peu plus crédible, parce que cette maman s'est formée à la pédagogie Montessori, donc je pense qu'elle savait à quoi s'attendre, et elle a pu observer les choses de l'intérieur. Donc ça, c'est une très bonne chose. Effectivement, s'il y avait des éducateurs qui n'étaient pas formés, c'est un problème fondamental à régler tout de suite. Pas forcément en les envoyant se former à l'AMI, il y a plein d'autres centres de formation, mais il est indispensable que les gens soient formés. Puis d'autres choses qu'elle mentionne sont vraiment dérangeantes, par exemple le fait d'avoir de petits enfants punis seuls dans des couloirs. Là, il y a un véritable problème de mise en application de l'approche montessorienne. Ça n'est pas du tout compatible. Ça n'est pas du tout l'approche montessorienne. Donc ça ressemble à un éducateur débordé qui envoie l'enfant dans le couloir parce qu'il ne peut plus le gérer en classe. Et je reviens simplement sur cette petite phrase, beaucoup d'autres sont perturbés ou ne font rien du tout. Et là, je fais quand même une toute petite précision. Il faut aussi savoir que dans les écoles indépendantes ou hors contrat, les écoles récupèrent souvent des enfants dont personne ne veut ailleurs. C'est malheureux à dire, mais des enfants pour qui ça se passait incroyablement mal dans l'école publique, dont aucune école privée sous contrat ne veut, et l'école hors contrat qui doit bien survivre sur le plan financier, pendant ces premières années, est un peu forcée d'accepter tout le monde, y compris des enfants qui peuvent avoir des problèmes de comportement. Alors je ne dis pas du tout que c'était le cas de cette petite Julia, mais il faut savoir que dans les écoles hors contrat, on a beaucoup plus d'élèves avec des problèmes de comportement, ou d'élèves avec des handicaps, ou d'élèves avec des spécificités qui ne sont pas prises en compte correctement dans d'autres écoles. J'en parlais en début de podcast, mais le haut potentiel, les troubles du spectre autistique, vous avez aussi le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, les TDA, TDAH, et tous les troubles 10. Donc souvent, dans une école hors contrat, vous n'avez quasiment que des enfants qui ont une spécificité qui impose d'adapter l'enseignement à eux de façon profonde. Et évidemment, ça complique la tâche des éducateurs. Deuxième chose, il est effectivement possible que certains enfants observent énormément
avant de faire quelque chose. Et certains enfants passent des semaines à observer d'autres enfants manipuler le matériel et travailler. Et ensuite seulement, ils se mettent à faire quelque chose. Mais il faut malgré tout qu'à un moment, ça se débloque et qu'à un moment, ils passent à l'action. Et là, c'est le rôle de l'éducateur que de venir chercher l'enfant, que de lui proposer des choses qui vont le stimuler de façon positive, qui vont l'intéresser, susciter son intérêt. Et si ça ne se débloque pas, effectivement, il y a un vrai problème. Et ça n'est effectivement pas normal qu'en décembre, il y ait toujours du bazar en classe. Ça ressemble à quelque chose de très mal géré, effectivement. Et alors, dernière partie de cet article, gare à l'effet de mode Montessori. Pour conclure, Alexandra invite les parents tentés par l'expérience Montessori à bien se renseigner sur l'établissement qu'ils choisissent. Je sais que ça ne se passe pas comme ça partout, et heureusement, car je crois en cette méthode que j'applique d'ailleurs à la maison. Mais il faut faire attention aux écoles qui ne sont ouvertes que pour faire de l'argent et non pour le bien-être des enfants. La nôtre n'était qu'une usine à fric. J'ai un petit doute là-dessus. J'ai un très gros doute sur le fait que quelqu'un s'amuse à ouvrir une école indépendante pour faire de l'argent. Parce que c'est extrêmement difficile simplement d'assurer la survie financière d'une de ces écoles. Encore moins de faire de gros bénéfices. Les premières années d'une école sont critiques. Et les directeurs, l'équipe de direction font tout ce qu'ils peuvent au départ pour assurer simplement l'équilibre financier, qui est très dur à atteindre. Généralement, les directeurs et directrices d'école Montessori ne se versent pas de salaire les premières années. Ils ne peuvent pas, tout simplement. Il faut aussi souvent que les éducateurs acceptent un salaire très réduit, parfois au niveau du SMIC, parfois en échange d'une formation, en échange de prise en charge des frais de formation. Mais donc les choses ne sont pas évidentes. Je doute fortement que ce soit une usine à fric. Bon, la plupart des écoles qui ne fonctionnent pas, qui échouent, ce sont malgré tout des gens qui sont de bonne volonté, qui veulent créer quelque chose de beau et qui se retrouvent débordés, qui n'arrivent pas à gérer tout cela, qui n'ont pas assez de personnes compétentes autour d'eux, qui se retrouvent, comme je vous le disais, avec beaucoup d'enfants qui ont des spécificités, qui présentent des difficultés pour des éducateurs parfois un peu novices. Donc tout cela complique considérablement les choses. Les écoles hors contrat sont chères, les écoles hors contrat Montessori sont très chères, mais il faut se rappeler que ces écoles financent intégralement leurs locaux et leur personnel, qui sont les deux gros postes budgétaires, et dans la pédagogie Montessori, le matériel Montessori. Il y a beaucoup de frais annexes que vous n'imaginez même pas, entre les assurances, le téléphone, les frais de ménage, d'entretien, etc. Enfin, c'est extrêmement coûteux de gérer une école. Donc les frais de scolarité viennent en fait seulement compenser, par rapport aux écoles privées sous contrat, le paiement des salaires par l'État, parce que dans les écoles privées sous contrat, c'est l'État qui paye le salaire des professeurs. Et le fait que la plupart des écoles privées sous contrat sont anciennes et donc sont propriétaires de leurs locaux et qu'il n'y a pas de frais de location ou d'emprunt à rembourser pour les locaux. Bon. Je n'aime pas trop quand on parle d'usine à fric pour des écoles indépendantes ou hors contrat. Je n'en connais pas. Je ne connais pas d'écoles qui soient des usines à fric. Souvent, ce sont des personnes de bonne volonté qui réussissent à faire fonctionner leur école ou qui n'y arrivent pas, mais j'ai envie de dire par incompétence ou par accumulation de difficultés diverses. Alors à la fin de l'article, de son côté, notre autre témoin Zoé met en garde contre l'effet de mode Montessori qui peut rendre les parents aveugles. On s'est laissé séduire par l'environnement et le côté hype de cette école, mais il faut vraiment garder en tête que si vous décidez de remettre ensuite votre enfant dans un enseignement classique, ce sera très difficile et déstabilisant pour lui. Alors surtout, même en maternelle, n'hésitez pas à faire un contrôle périodique de ses connaissances. Alors effectivement, très clairement, cette maman s'est laissée séduire par un effet de mode Montessori et par le côté hype de cette école. Ça n'est pas une bonne raison d'inscrire son enfant dans une école Montessori. Simplement parce que c'est à la mode, simplement parce qu'on en parle, simplement parce que l'école a l'air tendance. En revanche, c'est absolument faux que, au moment de remettre l'enfant dans un enseignement classique, ce sera très difficile et déstabilisant. Je suis moi-même passée par là. J'ai fait toute ma maternelle et quasiment tout mon primaire dans des classes Montessori. Et pour tout vous dire, je suis rentrée en 6e en faisant un saut de classe en milieu d'année, en février. Donc imaginez s'adapter
au changement de cycle, enfin passer en 6e en février, passer au collège, en milieu d'année, avec de l'anglais que les autres enfants avaient fait depuis 6 mois et que je n'avais quasiment pas fait en primaire. À l'époque, on faisait très très peu d'anglais en primaire. Eh bien écoutez, je me suis très très bien adaptée et ça n'a posé aucun problème. Le propre de la pédagogie Montessori, c'est de développer les capacités d'adaptation de l'enfant. Donc généralement, l'adaptation n'est pas un souci. Certains enfants peuvent regretter leur ancienne école, peuvent regretter une certaine forme de liberté, comme la liberté de mouvement qu'ils avaient. Il faut savoir que dans une école Montessori, on n'a pas besoin de lever la main pour aller aux toilettes. On y va et puis c'est tout. Ça peut être très déstabilisant, effectivement, quand on intègre une école où on est obligé de lever la main pour des besoins aussi primaires et fondamentaux qu'aller aux toilettes. Mais les enfants s'adaptent et généralement, ça n'est absolument pas un problème. Mais malgré tout, pour éviter toutes ces difficultés, pour ne pas se retrouver dans des cas comme cela, je vous invite à lire l'article que j'avais écrit, choisir une école Montessori pour ses enfants, les 10 questions à se poser. Et à essayer de répondre aux questions, et tout en vous demandant si les réponses vous satisfont vraiment vous. Il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. Est-ce que telle école est vraiment faite pour moi? Est-ce que telle école Montessori est faite pour moi? Et peut-être que ça n'est pas le cas. Il n'y a absolument aucun problème à cela. Même si c'est tendance, même si on en parle beaucoup. Même si moi-même c'est la pédagogie que je promeus, que je défends, parce que je trouve qu'elle s'adapte magnifiquement à chaque enfant et qu'elle est incroyablement riche. Moi-même, je vous dirais que si vous n'avez pas l'impression que c'est fait pour vous, si vous avez une réticence par rapport à certaines de vos attentes, eh bien n'y allez pas. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est vous qui êtes responsable de l'éducation de vos enfants. Mais dans cet article, vous trouverez donc cette liste de questions à bien étudier, école par école. Ça va vous permettre aussi de comparer différentes écoles si vous avez du choix. Et de vous poser des questions que justement ces mamans ne se sont peut-être pas posées avant. Et malheureusement, je suis convaincue en lisant cet article que les soucis qu'elles ont rencontrés avec ces écoles auraient pu être évités si elles s'étaient posées ces questions. Peut-être que de votre côté, vous avez plutôt envie d'apprendre vous-même certaines choses à votre enfant, que ce soit en instruction en famille, donc l'école à la maison, ou que ce soit en parallèle de l'école, que vous continuiez à proposer de nouveaux apprentissages à votre enfant en parallèle. Peut-être que vous avez envie de profiter, par exemple, des grandes vacances pour découvrir avec votre enfant les lettres, l'aider à composer ses premiers mots et puis l'aider à lire. Et la pédagogie Montessori propose une approche extrêmement logique, cohérente et parfaitement adaptée au fonctionnement réel du cerveau de l'enfant. Exact, c'est tout l'opposé de la méthode globale qui est en parfaite contradiction avec le fonctionnement du cerveau. Là justement, alors Maria Montessori évidemment n'avait pas accès à toutes les IRM auxquelles on a accès aujourd'hui, mais par l'observation, elle avait déterminé cette approche cohérente, logique, naturelle, pour permettre aux enfants d'apprendre à écrire et à lire. Et je l'ai encore vécu avec donc, le 3e de nos enfants, mais je l'ai aussi fait appliquer avec d'autres enfants en atelier ou autre. C'est un processus qui est encore une fois naturel, je n'ai pas de meilleur mot que ça, qui est organique. Les choses se font simplement, étape par étape. Et s'il y a une difficulté, eh bien, il y a toujours une activité spécifique qui va permettre de travailler spécialement cette difficulté-là et pas une autre. Donc même si votre enfant a déjà commencé à apprendre à lire, mais avec des difficultés, qu'il confond les D et les B par exemple, si vous sentez qu'il devine les mots, mais qu'il ne sait pas vraiment déchiffrer lettre après lettre, s'il est totalement rebuté par l'écriture, etc. Cette formation, la formation langage que je propose, langage 3-6 ans, apprendre à lire et écrire avec la pédagogie Montessori, pourrait justement vous donner tout ce dont vous avez besoin pour répondre à ces difficultés-là. Donc si vous avez envie d'apprendre à votre enfant à lire et écrire pendant les vacances ou à l'automne, tranquillement, en parallèle de l'école ou en instruction en famille, je vous encourage vraiment à aller voir la page de cette formation, à voir comment ça se passe. Il y a tout un module entier
La formation comprendra 7 modules au total. Attendez, je dis une bêtise, 7 ou 6 modules. Et il y a un module entier consacré à la préparation de l'écriture et de la lecture. C'est-à-dire tout ce que l'on met en place en amont sur la conscience phonologique, sur la préparation de la main, je vous parlais de nettoyer la table tout à l'heure, etc. Eh bien tout cela, il y a un module entier là-dessus dans la formation que je vous propose. Et si ce module-là, si vous proposez les activités correspondantes à votre enfant, et si il arrive au bout de ces activités-là, je veux dire, s'il les travaille réellement, eh bien vous verrez que la lecture et l'écriture se font toutes seules. C'est un pur bonheur. Et alors la formation va loin puisqu'elle va... Oui, c'est ce que je disais, il y a 7 modules au total, du module 0 au module 6. C'est pour ça que j'ai eu un petit doute au dernier moment. Et le dernier module ira jusqu'au début de la grammaire avec les notions de masculin, féminin, les premières natures de mots, le singulier, le pluriel. Toutes sortes de choses comme ça. Et je vous montrerai dans ce module et à la fin de cette formation comment la grammaire peut être rendue ludique, simple, naturelle et agréable pour les enfants. Bon, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse là pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas donc d'aller consulter la page de cette formation avant vendredi soir, parce que vendredi soir, c'est la dernière limite pour s'inscrire. Et ensuite, je me consacrerai essentiellement à mes stagiaires actuels et en assurant leur suivi. Et donc, il ne vous reste que très peu de temps pour vous inscrire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous jeudi pour notre capsule Montessori. À quel âge commencer la pédagogie Montessori? Et si jamais vous êtes en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et si vous n'êtes pas en vacances ou pas encore, eh bien je vous souhaite de profiter malgré tout de l'arrivée des beaux jours, qui est encore assez incertaine, mais je vous souhaite d'en profiter et de trouver malgré tout la façon de vous reposer tout en continuant à travailler si vous ne pouvez pas avoir de vacances. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.